Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous montrer comment on peut investir dans la ville de Dax, comment on peut bien investir. Alors, qu'est-ce qu'un investissement rentable? Un investissement rentable, c'est un investissement qui s'autofinance au minimum et si possible qui dégage du cash flow. Donc en fait, vous prenez la totalité de votre projet immobilier, donc le coût d'achat, les frais de notaire et les frais de travaux. Vous empruntez la totalité auprès de la banque. Vous avez une mensualité à rembourser. Cette mensualité doit être payée entièrement par le loyer des locataires, plus le loyer du locataire doit payer les charges d'exploitation de ce bien immobilier, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, etc., etc. Donc, on va se placer comme si vous étiez avec moi derrière mon ordinateur. Et j'ai identifié 6 étapes. Déjà, Dax, moi je ne connais pas cette ville. Je n'y suis jamais allé. Donc, je me place vraiment en tant que première recherche débutant. Donc, étude de la ville de Dax, première étape. Deuxième étape, l'estimation du loyer pratiqué à Dax. Troisième étape, on va sélectionner un bien actuellement à vendre dans la ville de Dax pour faire notre étude. Donc on en sélectionne un. Quatrième étape, on regarde rapidement si le rendement est intéressant. Si c'est intéressant, on va à l'étape suivante, on va approfondir en fait avec le calcul des mensualités du crédit dans l'étape 5. La sixième étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur personnel, mon simulateur pour jouer sur différents paramètres. Allez, on passe tout de suite à la première étape, donc la prise d'informations sur la ville de Dax. Moi, première chose, j'aime bien savoir combien il y a d'habitants. Donc, on est sur une population de 20 000 habitants et une population aire urbaine de 65 000. C'est vrai que c'est une ville que je considère petite en termes de population. 20 000 habitants. Voilà. C'est la sous-préfecture par contre des Landes et il y a quand même une population autour de 65 000 habitants, ce qui n'est pas négligeable. Donc je note tout de suite dans mon petit outil 20 000 habitants. On peut regarder où ça se trouve sur la carte, tout simplement. Alors. Donc c'est bien les Landes. Hein. On est entre Mont-de-Marsan et Bayonne. Avec Bordeaux au nord, mais on est quand même plus proche du Pays Basque que de Bordeaux. Ouais, on est tout près de Bayonne. Ok. Alors, les universités maintenant à Dax. Savoir s'il y a un bassin d'étudiants. Parce que les étudiants sont toujours des bons locataires. Hein. Sont souvent en fait les parents tout simplement qui se portent garant et qui payent le loyer. Donc pour nous en tant que propriétaires, il n'y a pas de problème. Alors, tiens, troisième fois que je vois l'université du temps libre dans des villes françaises. Sinon, on a en école un peu plus sérieuse l'université du thermalisme. D'accord, qui est rattaché à Bordeaux. Un autre moyen simple, c'est de taper nombre d'étudiants Dax. Alors, étudier au Grand Dax. Une école d'ingénierie informatique à Dax. Mais on n'a pas de résultat clair en fait. Nombre d'étudiants à Dax. Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit marché quand même. Voilà, il parle du Grand Dax, c'est l'agglomération donc de 60 000 habitants autour et dans la ville de Dax. 30 km de Biarritz et 100 km de l'Espagne. Intech.
Ça se situe ici. J'ai l'impression que c'est un peu à l'écart de Dax, hein. Enfin, de l'hyper centre-ville. On ne sait pas combien il y a d'étudiants dans cette formation-là. Ok, nombre d'étudiants à Dax. On va aller voir la deuxième page, hein, sur Google. Donc une première année de médecine va ouvrir à Dax, ça c'était en mars 2018. Une soixantaine d'étudiants pourront suivre le cursus de première année. Alors ça reste très léger quand même, hein. Je suis retourné sur Google Maps et j'ai cliqué sur le lien de l'Institut du thermalisme pour voir un petit peu ce qu'on avait. Sauf que ça me redirige vers l'université de Bordeaux. Bon, pour être clair, là, il n'y a pas de résultat qui ressort. C'est qu'il y a peu de résultats tout simplement en termes d'étudiants. Donc je vais mettre, on peut considérer avec l'école de médecine première année 60, l'école d'ingénierie informatique, il y a peut-être 100 étudiants en tout. C'est vraiment très faible. Ok, mais c'est pas forcément mauvais, hein. Il n'y a pas que les étudiants dans la vie, il y a beaucoup de personnes actives, hein. Donc on va continuer avec les hôtels. Est-ce qu'il y a des hôtels à Dax? Les hôtels, pourquoi? Parce que les gros groupes hôteliers, si ils ont décidé de s'installer dans cette ville, ce qui a l'air d'être le cas, hein, pour une ville de 20 000 habitants, ouais. Ça a l'air d'être le cas, hein. Donc si des gros groupes ont décidé de s'installer, c'est qu'ils ont fait des études approfondies et c'est qu'il y a un besoin, il y a un marché. Et donc vous, en tant que particulier, vous pouvez aussi surfer sur ce marché et vous placer à côté des hôtels. Il n'y aura pas de problème, hein. C'est pas parce qu'il y a plus de concurrence que c'est forcément une mauvaise chose. Justement, quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et donc, c'est déjà mieux que s'il n'y avait pas de marché. Donc là, on est sur, waouh, vraiment beaucoup d'hôtels. 3, 6, 9, 12, 15. Alors, je pense que c'est... Alors, il y a une partie, c'est une partie pour le tourisme. Et il y a les férias aussi de Dax qui sont extrêmement connus. Donc, ça doit jouer. Donc, je vais mettre une vingtaine d'hôtels. Donc, ça, c'est bon signe, hein, si vous voulez faire de la location courte durée. Plutôt bon signe. Alors, l'hôpital maintenant. Qui est un petit peu à l'écart de Dax, mais bon. On va essayer de regarder combien il y a de personnes soignantes et combien il y a de lits, en fait. Parce que les personnes soignantes, ça va être des personnes qui vont avoir besoin de se loger. En plus, il y a de plus en plus de stages, d'internats qui durent 6 mois, 1 an. Donc il y a de la rotation entre le personnel soignant. Et après, il y a la famille des personnes soignées qui, elles aussi, ont besoin d'accompagner le malade et du coup, vont devoir se loger à côté de l'hôpital pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est pas rare, hein. Au contraire. Ok, on va regarder la présentation de cet hôpital. Donc, il est réparti sur 6 sites, offrant un ensemble de près de 1000 lits et places. D'accord. 1000 lits, c'est déjà beaucoup, hein, pour une ville de 20 000 habitants. Par contre, j'aurais bien aimé savoir le nombre de personnels soignants, professionnels de santé. Je trouve pas grand chose
pour le moment. Alors on peut essayer de chercher les chiffres clés, voilà. Ah, c'est bien. Donc là j'aurai des chiffres clés de 2010. Hein. J'ai pas des chiffres clés plus récents malheureusement, mais bon. On va faire avec. Alors, moi je veux surtout savoir le nombre de soignants. On a le détail des lits, service de psychiatrie. Ah, il y a quand même un site de formation professionnelle de santé, 390 étudiants. On apprend des choses aussi. Là, d'accord. Ah, voilà! On apprend que l'hôpital de Dax était un des premiers employeurs du département. On retrouve près de 2700 professionnels, dont 1858 permanents. Ah, ça c'est intéressant. Donc là, vous savez qu'à côté d'un hôpital, vous aurez toujours du mouvement. Hein. Ça attire du monde, ça brasse du monde. Vraiment très intéressant. On pourra aussi chercher un peu s'il y a des grandes entreprises dans la ville de Dax pour viser des logements proches de ces lieux de travail. Pourquoi pas. Donc je ne vais pas le faire hein, dans cette vidéo, on n'a pas énormément de temps non plus. Hein, mais il faudrait le chercher. Des fois sur Wikipédia aussi, ils donnent des informations. Alors, les transports pour la ville de Dax. Qu'est-ce qu'il y a comme type de transport? Alors le mieux effectivement c'est d'avoir le TGV, j'ai l'impression qu'il y a le TGV. Donc on a des TER vers Bordeaux, des TGV vers Paris-Montparnasse. Ah oui, Dax, TGV. On va chercher de Paris par exemple, mais c'est plutôt bon signe. Hein. Il y a quand même des trains vers Bordeaux, vers Pau. Donc c'est ça par contre. De Paris vers Dax, on n'a pas le TGV non plus. Ah si, là il y a un TGV direct. Il y a un TGV direct. Ah ouais. Bon. Hop. Bon, malheureusement, quand je tourne cette vidéo, on est en plein mars 2020. Et hein, il y a le virus, je ne peux pas dire son nom, sinon la vidéo va être démonétisée, mais tout est supprimé, hein, on voit, mais on a des trains directs. Très bonne chose. Très bonne chose. Ok. On va passer maintenant à l'étape numéro 2 et l'estimation du prix du loyer à Dax. Donc moi ce que j'ai envie de faire c'est ne pas prendre trop de risques, et louer un T2 pour un couple ou une personne seule qui a envie d'un peu plus d'espace. Donc je vais regarder le prix des T2 actuellement à Dax. Moi j'aime bien utiliser le site bien ici. Donc
à Dax. Mon budget, je sais pas combien ça peut se louer, je vais mettre 600 €. Je vais filtrer après avec le nombre de pièces. Et je vais regarder un petit peu. Ce que j'aime bien aussi avec Benici, c'est qu'on voit l'emplacement des biens à louer ou des biens à vendre. Donc, et on voit aussi les villes aux alentours de Dax. Donc ici, on a un 32 mètres carrés, 490 €. On va noter. Donc pareil, 42 mètres carrés, 490 €. Une autre annonce. Celui-ci, 57 mètres carrés, il est très grand lui, 548 €. « 57 mètres carrés. Ok, celui-ci, 45 mètres carrés, 500 €. On a des prix assez homogènes au final. On a des prix assez homogènes. Là, ça peut être un petit peu plus bas, 473 €, 48 mètres carrés. « 48 mètres carrés. Ok, on va faire une estimation d'un loyer T2 avec tout ce qu'on a récupéré. On compare les différentes annonces et après on est capable de dire combien on pourrait louer un T2. Donc j'ai des prix de 490 € à 548 €. Enfin, j'ai même un 493 €. Moi j'ai envie de me baser sur la moyenne, 490 €. Ça sert à rien de viser trop haut. D'espérer de louer trop haut, parce que si on n'arrive pas à louer trop haut, tout notre plan de rentabilité tombe à l'eau. Donc il faut partir sur un chiffre raisonnable. 490 €, c'est bien. On va passer du coup à l'étape 3 et les biens à vendre. Alors là, la petite différence, c'est que on va voir la différence de toute façon. En fait, j'ai envie de viser des grands studios pour les transformer en T2. Ça, c'est mon objectif, c'est de créer de la valeur à un bien, transformer un bien. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du cash flow et de la rentabilité. Donc, j'ai envie de voir un petit peu si avec un studio transformé en T2, on arriverait à avoir plus de rentabilité qu'un T2 tout simplement. Alors, je vais mettre une surface max de 35 mètres carrés et 32 mètres carrés. On va voir un petit peu ce qu'on trouve. D'accord. Pour le moment, j'ai que des biens des 2 pièces qui apparaissent. C'est pas grave. On va noter quand même le prix des 2 pièces et j'irai voir après sur le Bon Coin si je trouve des studios à Dax, voir un petit peu le prix. Donc, appartement 2 pièces, 33 mètres carrés, 75 000 €. Alors, au cœur de la ville, au dernier étage d'une résidence. D'accord. La loi Carrez, mètre carré, donc c'est tout ce qui est mètre carré,
avec une hauteur au moins de 1,80 m et de 33 mètres carrés, mais plus de 80 mètres de surface au sol. Ça veut dire qu'on est sous les combles une bonne partie. Et il y a beaucoup de surface qui n'est pas prise en compte dans la loi Carrez. Bah là, on peut le voir. Hein. Mais pourtant, c'est quand même des rangements possibles. Hein. C'est bien pratique et ça donne un appartement quand même plus grand. Donc, il m'a l'air intéressant. Je vais noter 33 mètres carrés. 75 000 €. Alors, il y en avait un autre ici, beaucoup plus cher, 97 000, 34 mètres carrés. Ok. Alors là, il y a deux biens. Non, c'est pas bon ça. Il y en a un autre ici, 2 pièces, 33 mètres carrés, 77 000 €. Bon, je vais aller voir sur le Bon Coin si je trouve pas des studios quand même de au moins 32 mètres carrés pour créer un T2. Ça m'intéresse de voir la différence de prix de vente en fait et savoir si c'est rentable ou pas d'acheter un studio et de le transformer en T2 plutôt que d'acheter un T2 et de le louer en T2. Donc surface, on va mettre 40 mètres carrés max et 30 mètres carrés minimum. On va rechercher un petit peu. Donc là, je vois des 2 pièces. Tiens, d'ailleurs, celui-ci est beaucoup moins cher que ce qu'on a déjà pu voir. Alors, donc là, je me rends compte qu'il y a très peu. Donc là, il y a un T1. Très bien. Il y en a un deuxième ici, mais les prix sont aussi chers que le prix des T2. Un autre T1 aussi, effectivement. Donc là, je dois me rendre à l'évidence. Hein, mon idée de base de transformer un T1, un studio en T2 ne va pas être possible. Hein. Il y a peu d'annonces et les prix sont aussi chers qu'un studio 2 pièces. Studio 2 pièces, c'est étonnant ça. Si c'est un studio, il n'y a qu'une pièce normalement, mais bon. Ok. Je vais noter quand même ce que j'ai pu voir. Donc, un T1 30 mètres carrés, 65 000 €. Combien de mètres carrés? 30 mètres carrés. Après, j'ai peut-être parlé un petit peu vite aussi. Celui-ci, il est quand même 65 000 €. C'est quand même 10 000 € de moins qu'un T2. Et il n'y a que 3 mètres carrés de différence. Donc, je pense pas que le prix au mètre carré soit de 3 000 € le mètre carré. Hein, il est plutôt de 2 000. Donc, la différence en fait entre ces deux appartements-là, par exemple, n'est pas justifiée. Ou alors, c'est plutôt à notre avantage d'acheter celui-ci. Bon, peut-être parler un peu trop vite, on va voir. Hein. Celui-ci, par contre, 79 000 €, il est bien plus cher quand même. Après, il est aussi plus grand, hein, il est de 36 mètres carrés. D'accord. Alors celui-ci, studio 2 pièces, et j'ai du mal à comprendre. Comprenant une cuisine équipée ouverte. D'accord. Et alcôve fermée de plus de 7 mètres carrés à usage de chambre indépendante. Vendu loué 352 €.
Une chambre de 7 mètres carrés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment petit. Après, ça pourrait être l'occasion d'agrandir cet espace de 7 mètres carrés, d'augmenter de... allez, on rajoute 4 mètres carrés. Déjà, 11 mètres carrés, c'est beaucoup mieux pour une chambre. Donc à voir si on pourrait déplacer un petit peu le mur. Hein. Pourquoi pas. Studio, ouais, 49 000 €. Parce que le prix est quand même intéressant. Mètres carrés. Ok. Et j'avais vu aussi un appartement T2 à 57 000 €. Alors effectivement, il va falloir faire des travaux. Hein, on voit l'état un petit peu de l'appartement qui n'a pas été rénové depuis longtemps. Petits travaux de rafraîchissement, ouais, c'est sûr. Il est loué apparemment. Et des charges de copropriété de 600 €. C'est pas trop élevé, c'est 50 € par mois. D'accord. Ouais, c'est intéressant celui-ci. 57 000 €, 33 mètres carrés. Mètres carrés. Alors, ça nous donne... je vais supprimer ça. Ça nous donne donc... Donc là, il faut qu'on choisisse un bien pour la suite de la vidéo et de nos calculs. Donc, il faut aussi voir les prix les plus bas en premier. C'est avec les prix les plus bas, quand vous achetez au plus bas, ça permet d'avoir une meilleure rentabilité. C'est super important en fait. Le prix d'achat est vraiment très important pour la suite de l'opération. Parce que si vous achetez un bien avec le meilleur business plan, mais que vous l'achetez trop cher, vous l'achetez par exemple on va dire à DAX 100 000 €, bah, jamais vous pourrez avoir de la rentabilité intéressante. Jamais. Le prix d'achat est vraiment très important. Et donc là, quand je vois que le dernier appartement, 57 000 €, il est déjà en T2, il a 33 mètres carrés, il est très intéressant, et ben moi j'ai envie de le sélectionner pour la suite de notre étude. Hein. Ouais, on va le sélectionner. Alors, on va regarder un peu mieux les photos. Donc il y aura des travaux, hein. Forcément la cuisine à mon avis et la salle de bain, ça va être à refaire. Ça va être à refaire. Par contre, on nous dit qu'il est loué, on ne nous dit pas combien il est loué, mais bon, le but, ça serait de toute façon faire les travaux pour pouvoir le louer plus cher et le louer à ce qu'on s'était dit, 490 € par T2. Là, je ne sais pas combien il est loué. D'accord, ok. Bon, on va passer à l'étape 4 et l'estimation du rendement. Donc, je récupère, voilà. Donc, on va faire le récapitulatif du coût total. Donc, le coût d'achat, 57 000 €. Les frais de notaire, c'est environ 8%. Donc, ça va être dans les 4 500 €. Les coûts des travaux, donc là c'est la partie un petit peu plus dure à estimer. Moi j'estime refaire la cuisine pour rénover, hein, comme je dis, donner de la valeur, créer le coup de cœur. Il va falloir à mon avis aussi refaire la salle de bain. Donc moi je compte 4 000 € la cuisine, 4 000 € la salle de bain. Déjà je pense que c'est une belle enveloppe, hein, je prévois large. Après... Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à faire de mur, on n'a pas à créer un mur. Par contre, à mon avis, la pièce à vivre, va falloir aussi la repeindre, hein, minimum.
Il y a toujours des travaux de toute façon. Peut-être un peu d'électricité, de la peinture. Donc je rajouterai 4 000 € de travaux, donc en tout 12 000 € de travaux. J'estime à 12 000 €. Bien sûr, il va falloir faire passer des artisans, hein. Au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents. Ça, c'est le top. Bah, pour avoir une idée précise, en fait, tout simplement, du coût des travaux. Ça paraît logique. Alors, ce qui nous donne un coût total de 73 500 € à peu près. Ok, on aurait un loyer de 490 € quand même, ce qui n'est pas, ce qui est déjà une somme intéressante. Je vérifie hein, si c'est bien 490 €. Ouais, 490 €. Ok. Donc là, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1%, c'est quoi? C'est une règle très simple à appliquer. C'est savoir si un mois de loyer, donc 490 €, correspond à 1% du coût total d'achat. Donc il faudrait acheter au final à 49 000 € le coût total de l'opération pour respecter cette règle. Alors évidemment, cet indicateur des 1%, il est très rarement respecté lors d'une première analyse comme celle-ci, hein, sans négociation et avec un loyer de base, on va dire. Cependant, c'est vrai qu'on a tapé la règle des 1%, mais on n'est pas si loin que ça. Et donc, je pense que ça mérite d'aller plus loin quand même dans notre étude. Voilà. C'est pour ça qu'on va passer à l'étape 5 et on va bien voir les chiffres de cash flow, de savoir combien on a dans notre poche, ou combien d'argent rentre dans notre poche ou combien d'argent sort de notre poche. Donc, l'étape 5. Je reprends le montant total d'achat qui est de 73 500 € à peu près, hein, ce qu'on a estimé. Le loyer estimé de 490 €. Donc en fait, le but de cette étape, c'est savoir si les mensualités sont payées par le loyer, tout simplement. Alors, le loyer par contre, on l'a estimé à 490 €, mais ce n'est pas ce qu'on va avoir net dans notre poche, parce que vous allez avoir les impôts. Enfin, les impôts, j'en parle même pas, j'en parlerai dans l'étape 6, mais vous allez avoir les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant. Si vous faites gérer par une agence, vous aurez les frais d'agence, etc. Donc il faut prendre une marge de 30% à peu près sur le loyer. Pourquoi 30%? En fait, je sors 30%, c'est parce que la banque utilise vraiment ce chiffre-là. Ils enlèvent 30% sur vos revenus et ils regardent en fait ce que ça donne, tout simplement. Donc nous aussi, on va faire comme la banque, on va enlever 30% de ces revenus bruts. Ce qui nous donne des revenus estimés nets de... on enlève 150 €, 340 €. Donc on va voir si on emprunte 73 000 €. Donc j'utilise la calculette de meilleur taux, hein, c'est bien pratique. Donc la durée du prêt, c'est très important aussi. Moi, je conseille toujours de prendre la durée la plus longue pour avoir des mensualités les plus petites. Pourquoi? C'est pour justement avoir tous les mois un cash flow positif. Au lieu de mettre de l'argent de votre poche, donc pour combler le prêt, par exemple, si vous prenez sur 10 ans, vous aurez des mensualités très élevées. Et bien là, vous prenez sur 20 ans et du coup, vous gagnez de l'argent. C'est l'objectif, hein, de mettre de l'argent dans votre poche grâce au loyer. Et ça permet de multiplier les opérations. J'en parlerai un peu plus de toute façon dans l'étape 6. Donc sur 20 ans, le taux d'intérêt, il va falloir laisser un petit peu couler, faire des efforts. Nous, on va emprunter la totalité, donc on ne peut pas espérer avoir le meilleur taux non plus.
Par contre, pour le taux de l'assurance, là, je vous conseille d'aller voir un courtier en assurance pour avoir au minimum 0,1% sur votre taux d'assurance. Alors, ça nous donne des mensualités de 371 €. Ok. Donc on regarde si les mensualités sont supérieures au loyer. Alors oui, malheureusement, les mensualités sont supérieures au loyer, c'est-à-dire que là actuellement vous aurez 30 € à mettre de votre poche pour combler les mensualités à la banque et aussi payer toute l'exploitation du bien. Donc on n'est pas loin de l'autofinancement. Pour le moment on n'a pas négocié le prix d'achat et donc forcément ça va passer aussi par là dans l'étape numéro 6 du coup où on va utiliser mon simulateur. Donc j'ouvre tout de suite mon simulateur. Alors on a un prix d'achat de de 57 000 €. 57 000 €. Montant des travaux, on avait dit 4 et 4 et 4, donc 12 000 € de travaux. Les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon simulateur. Sinon, vous pouvez utiliser aussi le site des notaires. Alors, la valeur du mobilier. C'est vrai que moi, j'aime louer en meublé pour créer aussi une offre clé en main. Les personnes n'ont qu'à venir avec leur valise pour s'installer. Ça permet aussi de bénéficier du régime LMNP. Donc le régime LMNP, c'est vraiment le meilleur régime pour démarrer un premier investissement dans l'immobilier parce que ça permet d'amortir en fait le prix du bien plus la valeur du mobilier plus les travaux. Donc louer meublé en fait tout simplement c'est des avantages fiscaux par rapport à la location nue en fait. La location nue, vous pourrez amortir seulement le montant des travaux et pas le prix du bien. Bref, j'en reparlais un petit peu dans la partie fiscalité, mais vraiment, si vous démarrez un premier investissement, regardez le LMNP, c'est le meilleur moyen pour trouver des locataires plus vite, louer plus cher votre appartement et payer moins d'impôts. Donc, il n'y a pas mieux. Donc, pour un T2, il faut meubler la chambre et le salon. Donc je pense que la cuisine aussi avec la vaisselle, je pense que pour 2500 €, on peut meubler tout ça. Hein. Un lit, bureau, dressing, une table, des chaises, voilà. Alors les frais bancaires, c'est vrai que je reviens dessus, c'est les frais demandés par la banque lorsque vous allez contracter un prêt. Alors essayez de les négocier à zéro, hein. Ça c'est toujours une bonne chose. Cependant, on va partir quand même sur 500 € de base. Ça va être le prix en général, demandé par les banques. Hop, je vais boire un petit peu d'eau. Ok, la partie financement, donc ça, on aurait 77 000 à emprunter finalement avec la valeur du mobilier. Les taux d'intérêt, l'assurance du crédit, ça ne bouge pas. Des mensualités au final de 389 €. Donc la partie fiscalité dans mon tableur, alors c'est un petit peu particulier parce que ça dépend vraiment de votre tranche d'imposition actuelle. Il faut savoir que votre TMI est calculé par rapport à vos revenus de salarié principalement. Et autres revenus si vous avez des actions en bourse par exemple ou d'autres placements financiers. Alors chaque euro en fait touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche d'imposition, donc on peut partir sur 14. Par contre, il faut rajouter aussi les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, également appelés CSG. Et donc on peut vite arriver à plus de 30% d'impôts sur chaque euro touché dans l'immobilier. Sachant que chaque euro, c'est chaque euro touché par le... C'est pas ce qui rentre dans votre poche parce que vous devez aussi rembourser le prêt.
Donc ça peut vraiment être très impactant sur votre investissement. C'est pour ça qu'avec le LMNP, pouvoir amortir le prix du bien, la valeur du mobilier et les travaux, ça permet de ne pas payer, en fait, de créer du déficit et de ne pas payer en fait, d'impôts pendant 4-5 ans sans problème. Donc vraiment idéal pour démarrer. Sachant qu'avec la location nue, vous pouvez amortir que les travaux. Donc ça fait une grosse différence en fait. Après, comme ça s'applique, c'est vraiment un taux individuel avec des situations particulières, je ne vais pas aller plus loin dans la partie fiscalité dans cet exemple. Partie recettes locatives. On oublie souvent en fait la vacance locative. C'est le fait que votre logement ne sera pas loué toute la journée, toute l'année, 7 jours sur 7. Tout simplement, quand il va y avoir un départ de locataire, le temps d'en retrouver un, il peut se passer quelques semaines quand même. Donc moi, j'ai prévu 2 semaines par an où cet appartement serait vide. Parce que c'est un T2 et que les roulements sont plutôt faibles quand même. Alors, le loyer charges comprises, donc 490 €. Au niveau des charges déductibles, on va avoir les frais de gestion. Si on fait appel à une agence, ça va être entre 7 et 8% des revenus bruts. La taxe foncière, on ne la connaît pas, il faudra la demander au vendeur. Hein. Donc je vais mettre une taxe foncière de 450 €, hein, c'est quand même un petit appartement. Les réparations, alors il y aura toujours des interventions à faire dans votre logement, hein, des choses à réparer, surtout avec un peu plus de mobilier. Mais une serrure, un siphon qui fuit, etc., ça va très vite. Donc je prends un mois de loyer. Donc ici, ça sera voilà, 245 € tous les ans. Et je pense que ça sera vraiment le minimum hein, des dépenses pour l'entretien du bien. Les charges de copropriété, donc dans l'annonce, il le mettait, donc c'est 600 € par an. Charges de copropriété, vous êtes dans un immeuble, chacun doit payer un tantième de la part de son appartement dans l'immeuble pour les frais communs. Voilà. L'assurance propriétaire non occupant, ça va être obligatoire pour vous et ça va être dans les 100 € pour cet appartement. Alors en plus, il faut prévoir des frais d'entrée-sortie facturés par l'agence. Moi, c'est 75 € pour l'entrée et la sortie. Donc je vais garder 75 € comme s'il y avait un départ par an. Mais bon, souvent, c'est vrai que c'est facturé plus cher. Hein. Ça peut être facturé un demi-mois de loyer assez régulièrement. Ok, on arrive à la fin. On a notre premier retour sur investissement avec un rendement brut et un rendement net affiché. Là, on a un rendement net, mais avec la fiscalité, donc il ne faut pas prendre ça en compte. Par contre, je vais vous demander de regarder ça. Et c'est le cash flow net par mois. Donc en fait on serait à moins 77 € et pas moins 30 € comme dans l'exemple précédent, dans l'étape précédente. Pourquoi ? Parce qu'on a rajouté le mobilier en fait, on a rajouté aussi des frais bancaires et puis les frais et charges, on les a un peu... On avait pris 30% la dernière fois, là on a pris des valeurs un peu plus réalistes avec des frais d'agence, etc., de la vacance locative. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à cette valeur-là. Donc là, dans l'état, c'est vraiment pas un bon investissement, hein. C'est pas terrible. Alors même si 80 €, c'est pas grand-chose, dans le principe, c'est très important parce que avec un investissement comme ça, vous n'allez pas pouvoir multiplier vos investissements. Imaginez, vous en faites 2, déjà vous êtes à moins 160 €. Après, les banques ne vous prêtent plus, hein, tout simplement. C'est pour ça aussi que c'est très important d'être en autofinancement et avoir du cash flow. Alors, mais c'est pas fini, hein. Il ne faut pas abandonner là.
justement, c'est le but de cette étape, c'est de voir où est-ce qu'on peut jouer pour atteindre cet autofinancement minimum et, si possible, gagner de l'argent, hein. Ça, c'est l'objectif, avoir un cash flow positif. Donc, j'ai enregistré ce scénario. On peut imaginer aussi de ne pas faire appel à une agence. Hein, on est sur un studio, ça demande au final assez peu de temps, donc on peut partir sur 0 € d'agence. Là, tout de suite, on est à moins 41 €. On a quand même gagné 30 € par mois. Je vais enregistrer le scénario. Donc, ok. Bon, par contre, après, il ne va pas y avoir de secret, hein. Soit ça va être avoir un meilleur taux d'emprunt pour gagner quelques euros, mais vous voyez, là, on est à 389 € de mensualité. Si je baisse à 1,7, on est à 385, hein. On gagne que 4 €. C'est vraiment très faible, en fait, cette différence. Le taux appliqué est très très faible, en fait, sur les mensualités. Non, le plus important, c'est de réduire le montant emprunté. Et donc, pour ça, le montant des travaux, va falloir aussi vérifier avec les artisans si c'est bien 12 000 € pour rénover. Par contre, le prix d'achat, là, on va pouvoir négocier, hein. On va être obligé. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, on va faire une simulation où on achète à 10 000 € moins cher. Donc, on est à 47 000 €. 47 000 €, tout de suite, là, on est dans l'autofinancement. On dégage un petit billet de 14 €. Bon, on est à l'autofinancement, hein. En dessous de 50 € de positif, on est à l'autofinancement, hein. On va pas vivre, on va pas vivre avec 50 €. Mais tout de suite, notre projet, il est viable, en fait, tout simplement. Donc là, on a négocié quand même 10 000 €, c'est vrai, mais on n'a pas le choix, hein, pour que ça soit rentable. Il va falloir négocier dur. Donc après, on avait aussi vu réduire les charges, ça c'est important. Ici, on a déjà réduit les charges en enlevant les frais de gestion. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire une estimation si on loue un peu plus cher, si on loue 510 €, 20 € de plus par mois. Là, tout de suite, on va avoir un meilleur cash flow, 33 €. Bon, je vais comparer les différents scénarios entre eux. Donc là, on voit bien que la première situation, elle n'est pas favorable, hein, pour nous, pour un investisseur, pour faire un achat rentable, hein. On n'est pas rentable. Par contre, tout de suite, si on enlève l'agence, on se rapproche de l'autofinancement. Et sans agence et en négociant 10 000 € le prix, ce qui est vraiment pas grand-chose en fait, hein. Il ne faut pas avoir peur de négocier. De toute façon, vos chiffres vous disent de négocier autant. Il faut écouter vos chiffres, hein. Très important. Et après, si on augmente le loyer à 510 €, donc ça va prendre un risque aussi parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir le louer à 510 €, mais on arrive à un cash flow de 33 €. Voilà. Bon, j'arrive au bout de la vidéo. Si vous êtes dans la ville de Dax et aux alentours, vous avez vu qu'avec un appartement T2, il y a quand même moyen de se financer un appartement par les locataires et même peut-être se dégager un petit cash flow de 15, 20, 30 €. Et donc, dans 20 ans, vous êtes propriétaire d'un appartement. Vous avez des loyers complémentaires, des revenus complémentaires qui s'ajoutent à vos revenus de salarié. Et vous pouvez multiplier vos investissements.
On aurait aussi pu choisir de la colocation, même s'il n'y a pas d'étudiants. La colocation, c'est aussi pour les personnes actives. On aurait pu transformer un grand T3 en 2 studios, par exemple. On aurait pu faire de la location courte durée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de location courte durée à Dax. Voilà, on aurait pu faire plusieurs choses, mais le but, c'est de transformer de toute façon l'utilisation d'un bien en un autre. Ici, on n'a rien transformé, on a pris un T2 en un T2. C'est une opération assez simple, mais du coup, on n'a pas de cash flow important. Hein. Il va falloir se battre pour avoir déjà l'autofinancement. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus en commentaire à mettre le nom de ville dans lesquelles vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Et également, dans la description, vous trouverez mon guide immobilier pour faire la bonne affaire en immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour acheter moins cher. Donc ça pourrait vous être utile dans la ville de Dax. En tout cas, moi je vous souhaite des très bons investissements à tous et je vous dis ciao, à la prochaine.